Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellabert et je suis négociateur professionnel. Mon métier est de former, d'accompagner, d'assister des entreprises ou organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pourparler, le premier podcast de la négociation en France. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier pour votre quotidien professionnel et personnel. Vous aimez notre podcast? N'oubliez pas de vous abonner. Toutes les 2 semaines, nous recevons un expert qui abordera une problématique et vous partagera ses astuces pour mieux négocier. Aujourd'hui, dans Pourparler, j'ai le plaisir, la chance d'accueillir Laurence Souron. Salut Laurence, comment vas-tu? Salut Julien, je vais très bien, merci. Merci d'abord de m'accueillir dans ton podcast. Je suis extrêmement ravi de t'avoir parce qu'on s'est rencontrés il y a peu de temps, hein, on peut dire où, à Centrale Casablanca, puisqu'on intervenait pour la même école sur des programmes différents. J'ai trouvé ton approche et ton travail extrêmement intéressant et totalement applicable pour nous dans l'univers de la négociation. Donc, je suis vraiment très impatient d'échanger avec toi sur ton expertise. Eh ben, allez, je t'emmène dans mon univers. Eh ben, j'embrasse cet univers et cette incertitude de la meilleure des manières possibles. Je vais te laisser me guider dans tout ton référentiel. Mais avant qu'on puisse rentrer là-dedans, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Tout à fait. Je suis Laurence Souron. Je suis coach d'organisation, facilitatrice en intelligence collective créative. D'accord. Avec également une casquette d'artiste et de médiatrice artistique. Génial. Ok. Il faudra qu'on aille sur la notion de médiation artistique. Je sais pas. Je vois à quoi ressemble le côté artistique. Je vois plus particulièrement la notion de médiation parce que c'est un peu le quotidien qu'on a professionnellement. Mais comment tu mets les deux ensemble? Une facilitatrice artistique, peut-être, c'est ça? C'est-à-dire que en effet, les pratiques artistiques peuvent s'inviter sans pression de faire des choses forcément esthétiques, mais viennent s'inviter dans des temps collectifs comme détours créatifs pour parler de soi, de son travail, de ses projets innovants. Donc en effet, c'est un détour créatif comme le jeu. Hein. Certains vont utiliser des Lego pour en termes de médiation, de détour créatif. Moi, je vais peut-être inviter des choses plus sensibles comme la peinture, comme l'argile, l'écriture. Oh, génial. Écoute, intéressant. Ça mérite presque un podcast à lui tout seul, ce sujet. On va revenir sur notre notion de créativité et d'intelligence collective parce que tu as une des facettes de ton activité, c'est d'accompagner des entreprises, des organisations, de coacher à cette notion d'intelligence collective. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que tu entends par intelligence collective ou créativité et comment ça se met en application? C'est quoi les types d'entreprises qui font appel à toi et dans quel cas on peut faire appel à quel est le besoin, quelle est l'attente qui est derrière ça, et puis après on ira plus sur le processus qui va être intéressant. Ouais. La créativité et l'intelligence collective restent des outils au service de la transformation ou des changements que vivent les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. C'est pas tant une finalité que, en effet, un moyen pour permettre de partir d'un point A pour arriver à un point B. Mais on va utiliser des techniques qui sont différentes de celles de la logique, mais qui vont faire appel à notre partie la plus sensible, à notre cerveau droit. On va essayer de court-circuiter les autoroutes de la pensée en proposant des processus d'intelligence collective et créative qui mobilisent nos sens, notre intuition, nos émotions, notre corps. Hein. L'idée, c'est de solliciter toutes les parties de notre entité pour arriver à des résultats différents qu'une formalité, une modalité de réunion classique qui est plutôt sur l'ordre de la raison.
hein. D'accord. Donc là, tu opposes une notion d'intuition et de raison, de ce que je comprends bien, de créativité qui vient prendre l'ascendant. Une entreprise, elle peut être intéressée par cette notion d'intelligence collective dans quelle dimension? Pour élaborer une nouvelle stratégie, pour réfléchir à un positionnement, pour déployer un produit. Les entreprises, c'est quoi le type d'attente que tu vas avoir là-dessus? Bah, tu viens d'en nommer. C'est vrai que ça a de multiples vertus pour les organisations. Actuellement, c'est vrai que la créativité, l'intelligence collective sont très utilisées en management, notamment depuis la crise sanitaire. Parce D'accord. il y a vraiment besoin de mobiliser les équipes en travail hybride. Donc en termes de management, pour créer des rituels euh, au quotidien, pour mobiliser les équipes, les impliquer dans des projets, pour créer des visions communes, des visions partagées, également pour gérer des projets, pour gérer et développer des projets. Ça prend également tout son sens dans la résolution de problèmes, dans l'amélioration continue, dans la formation, tout ce qui est développement des compétences utilise la créativité d'un groupe. Et puis également tout ce qui va être, bien entendu, de l'ordre de l'innovation, du développement de nouvelles offres, de nouveaux services, et également tout ce qui est prospective aussi, hein. Non, c'est très large. C'est très, très large. Envie d'apprendre à mieux négocier pour améliorer votre futur professionnel et personnel? Rejoignez le premier et unique programme de formation à la négociation globale en France. Ce parcours réunit 12 des plus grands experts français de la négociation. Anciens chefs de la cellule de négociation du RAID, du GIGN, enseignants à Harvard, experts en psychologie et détection du mensonge, criminologues, préparateurs mental. Le parcours est certifiant, avec une certification reconnue par l'État et 100% éligible au compte personnel de formation. C'est-à-dire que c'est 0 € de reste à charge pour 99% de nos apprenants. Alors à tout de suite sur négociation-global.com. Et tu dis c'est utilisé dans le management, ça permet d'impliquer les équipes, travailler sur la résolution de problèmes. Enfin, moi directement, ça me fait penser à un autre sujet qui est la négociation. Ouais. Si on définit la négociation, si tu veux, comme un mode de décision partagé à plusieurs, où l'autre ou les autres ont la capacité de dire non, tu vois, c'est quelque chose pour nous qui est totalement applicable au monde de l'entreprise, dans le management et le leadership, hein. C'est comment tu fédères un collectif derrière une vision, alors que ce collectif peut te dire non. On est quasiment dans un processus de négociation sur ces ateliers de créativité, de ce que je comprends. Parce que derrière, tu vas travailler ta motivation intrinsèque. Plus tu vas les impliquer, plus ils vont s'appliquer. Dans le delivery, tu vas l'utiliser en management, en résolution de problèmes. C'est quasi un processus de négociation, en tout cas de créativité qu'on a dans un process de... Ouais, je pense que le point commun entre ces processus et puis la négociation, c'est que c'est quelque part, c'est des processus créatifs dans le sens où ce sont des processus de transformation. Ah, j'adore. On parle d'un point A à un point B. C'est vrai que quand on démarre un groupe, on est dans une forme d'énergie particulière, on est à un niveau de connaissance d'un projet, on a un objectif commun et on va faire ce que j'aime bien, c'est la notion de voyage. C'est qu'à un moment donné, on embarque dans ce temps collectif et on en ressort avec une énergie différente, avec un aboutissement à une certaine maturité du projet, avec des décisions, avec des répartitions de tâches, etc. Donc j'imagine qu'en négociation aussi, voilà, tu vis un processus de transformation. Je l'avais jamais vu sur cet angle et je trouve que c'est brillant. Merci pour... tu viens de me faire une petite épiphanie. Donc merci beaucoup. Non, mais c'est un processus de transformation effectivement, dans le sens où je pense que comme sur ton sujet, on ne sait pas où on va arriver, on ne sait pas nous dans la négociation les conditions de l'accord, parce qu'on peut pas les contrôler. Au même titre que toi, si tu étais capable de prédire l'issue de ton atelier de créativité, ce serait pas de la créativité. Donc tu embrasses cette incertitude et c'est ça. Tu chemines. On chemine un peu sur une crête, puisque en tant que facilitatrice, j'ai ma carte de bord en fait, hein, j'ai mon processus. Ton processus. Voilà sur lequel je fais cheminer un groupe, mais en chemin il y a des obstacles, il y a des résistances, il
il y a des ouvertures que, en effet, j'ai pas prévues. Et on embrasse en effet cette incertitude avec parfois du chaos parce que ça fait partie aussi du processus. Et c'est chaos tant que la raison n'est pas en capacité de lui donner un ordre ou une raison, voilà, enfin, tu vois, une partie logique. Moi je dis que quand on arrive à du chaos, c'est qu'on est proche de c'est qu'à un moment donné ce chaos va se déliter quoi. Il va prendre une forme. C'est à la limite c'est bon signe. C'est ça, mais le chaos est très lié à une perception. Ça peut être du chaos pour moi, et puis toi avec un regard extérieur, c'est complètement aligné avec une compréhension qui est différente. Donc ouais, tout à fait. La posture va être importante. Hein. La posture du facilitateur va être importante pour accueillir ce chaos avec confiance. On dit dans notre métier, dans notre jargon, on dit trust the process. Faites confiance au process et aux gens parce que les bonnes personnes, les gens qui sont là sont les bonnes personnes et traverser le chaos fait partie du processus, ouais. Ah, ça c'est intéressant cette notion de confiance dans le processus. Très intéressant. Je vois ce rôle de facilitateur, il est intéressant parce que je le vois dans nos métiers souvent qui sont qui demandent une expertise technique assez importante. Le risque, c'est de se raccrocher à cette expertise technique avant même qu'on ait embrassé cette incertitude. C'est déjà, il y a un problème et nous, on se dit, j'ai une idée. Et c'est vrai que embrasser ce chaos et cette incertitude, c'est extrêmement intéressant. Puis après, on va voir ce qui va aboutir, mais ça doit passer par des phases de créativité, d'écoute que nous, on va avoir, qui sont vraiment fantastiques. Par rapport à cette notion d'intelligence collective, comment est-ce que tu parles de processus? Il existe un processus avec lequel tu travailles, c'est une boîte à outils, c'est juste un mindset. Enfin, quel est ce processus de transformation que toi t'as mis à ta disposition et Alors il y a plusieurs directions parce qu'il y a des grands processus d'intelligence collective et de créativité qui ont été formalisés. On peut être vraiment dans de l'innovation, on peut aller sur des processus comme le Creative Problem Solving, le CPS, qui est un processus qui date de fin des années 40, début des années 50, qui nous vient de la publicité. Il y a le design thinking aussi, qui est très utilisé en entreprise, pour différentes finalités, qui nous vient donc des designers. C'est des processus qui ont pas mal de similitudes. Est-ce qu'on peut les aborder peut-être parce que moi c'est des sujets effectivement que je connais c'est une culture passive du monde de l'entreprise mais que j'utilise peu. Moi j'en avais parlé quand je travaille sur des phases de créativité ou de co-construction, je fais des World Café. Est-ce que ça rentre là-dedans? Est-ce que pas du tout? Alors oui, bien sûr. Alors je dirais que chacun des processus a sa couleur, a sa personnalité. Le World Café va être très conversationnel. L'idée, ça va être de faire réfléchir et faire émerger. On va être dans l'émergence d'idées nouvelles, de points de vue, mais sur des sujets plus sensibles. On est moins sur de la créativité dynamique, même si on invite les gens à dessiner sur des feuilles, etc. Mais c'est pas tant un processus d'innovation qu'un processus d'intelligence collective pour faire émerger des idées d'un groupe. Ok, très intéressant. Tu as le World Café, tu as le forum ouvert aussi dans la veine du World Café. Le forum ouvert, c'est un format d'intelligence collective qui fait émerger des sujets autour d'un très grand thème où les personnes qui sont les participants vont être invitées donc à mener des différents ateliers sur des thèmes qui vont être proposés en place du marché. On ouvre le forum ouvert autour d'une place du marché où chacun propose des sujets et les personnes vont tenir des ateliers où les gens vont s'inviter naturellement. C'est un format qui est très très libre, basé sur la spontanéité, le volontariat. On part du principe que Et qu'est-ce que tu vas chercher dans le forum ouvert que tu ne retrouves pas dans le World Café pour toi? Alors le forum ouvert nécessite souvent. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qui est différenciant outre le processus? C'est-à-dire que on va ouvrir des ateliers sur différentes thématiques.
Sur une grande thématique, on va ouvrir différents ateliers. Donc, ça permet d'embrasser vraiment une thématique très large qu'on va découper en sous-thèmes. Voilà. Alors que le World Café embarque aussi sur une question puissante. On va sur 3 questions puissantes. Le World Café embarque sur 3 questions puissantes qui vont permettre une récolte autour d'une thématique précise. Oui, c'est comme ça qu'on a l'habitude de le faire. Le World Café est plus éclaté. Ouais. D'accord. On peut revenir sur Creative Problem Solving et Design Thinking. C'est intéressant parce que c'est des noms qui me parlent, mais je serais incapable en termes de processus de comprendre déjà c'est quoi le process et c'est quoi l'ambition du processus. Alors l'ambition est plutôt orientée innovation. Pour le Creative Problem Solving ou les deux? Pour le Creative Problem Solving et Design Thinking, on est sur de l'innovation et le Design Thinking avec une particularité qui est le prototypage. Et l'itération, puisque l'idée étant de créer une idée nouvelle ou des idées nouvelles qui vont être prototypées, c'est-à-dire à un moment donné formalisées sous forme de scénario ou de maquette ou de couverture de magazine. Enfin, voilà, on va matérialiser l'idée, on va aller soumettre à des utilisateurs potentiel, un public cible, pour obtenir du feedback qui va nous permettre d'évaluer si on est sur la bonne idée, sur la bonne problématique, sur le bon prototypage. Et ce feedback, ce feedback de consommateur, va être ensuite réinjecté dans le processus de design thinking, de manière à l'améliorer. On va faire des boucles. Donc c'est itératif. C'est itératif, tout à fait. Tu commences par si je comprends bien, tu commences par un recueil d'attentes ou de besoins, c'est ça? Tu commences par une phase de compréhension. Okay. Donc tu vas te documenter, tu vas essayer de comprendre de comprendre le problème. Tu vas aller observer aussi. Tu vas aller observer sur le terrain, tu vas aller te mettre en empathie, parce qu'une des caractéristiques du design thinking, c'est l'empathie. Donc tu vas aller première étape d'empathize. Tu vas aller te mettre en empathie avec ceux qui vivent avec le problème. Ok. Et puis ensuite, tu vas aller définir un point de vue, définir en effet une problématique sur laquelle tu vas générer des idées. Ok. Ça veut dire que c'est toi-même la problématique ou tu l'as fait ressortir des interviews que tu as eues? Oui, la problématique, en effet, oui, elle émerge des interviews. Ok. Ouais, le point de vue, le point crucial, c'est vraiment là où le public cible a mal, quoi. Donc là, en fait, tu fais de la remontée d'informations en one-to-one, si je comprends bien. Oui, tu fais de la remontée d'informations par interview, par des bases de questionnaires, mais tu peux aussi avoir des études plus vastes sur le sujet. Enfin, tu te documentes. Donc, tu n'es pas obligé de mettre tout le monde dans la même pièce. Non. Enfin, disons que tu passes par une phase d'interview, mais tu peux aussi lire énormément de documentation sur le sujet qui vient compléter ta phase documentaire de compréhension du sujet. Ok. Après, tu définis ce que tu disais, ta problématique. Tu définis ta problématique et sur cette problématique, tu vas partir en idéation, c'est-à-dire tu vas partir en recherche d'idées, des idées. Tu vas chercher des idées qui vont permettre de répondre à la problématique. Et cette partie-là, plus particulièrement, elle m'intéresse. Tu fais ça comment? Tu fais ça tout seul? Tu fais ça en atelier de travail avec le métier? Tu fais ça avec des personnes qui n'ont rien à voir? Tu fais ça avec une équipe qui est dédiée à la créativité? Enfin, comment? Parce que c'est là, pour le coup, on rentre vraiment dans le processus de créativité, de ce que j'entends. Comment tu l'accouches, cette idée? C'est vrai que là, c'est là où vraiment le groupe est vraiment pertinent, parce que ce qu'on va chercher, c'est avoir une diversité de points de vue dans l'équipe, une diversité de profils. On essaye d'avoir des profils d'innovateurs différents, des clarificateurs,
qui auront passé beaucoup de temps en amont du processus, des idéateurs qui vont être très utiles dans cette phase de recherche d'idées, des développeurs et enfin des réalisateurs. Donc on va essayer d'avoir comme ça une diversité au sein des groupes pour permettre de couvrir l'ensemble du processus de créativité. Donc oui, il se réalise en groupe au sein des équipes, des équipes d'innovation, où on va essayer aussi d'avoir une représentativité des différents métiers qui vont être impliqués dans le processus. Donc on peut avoir des gens des RH, des marketeurs, des ingénieurs. Voilà, on va essayer de couvrir, voilà, parce que la créativité vient s'enrichir de la diversité. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important d'avoir cette pluralité. Oui, parce que si tout le monde pense de la même manière, il y a peu de probabilité d'être créatif. On aura un biais de conformité, on aura un biais de conformité, oui, tout à fait. C'est intéressant. Très clair sur cette notion de design thinking. Et puis après, ce que tu disais, c'est que tu fais des prototypes et tu testes. Et après, tu réitères ta boucle jusqu'à ce que tu aies une solution qui soit suffisamment satisfaisante. Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est pour les grands process, voilà, sur lesquels on apprend, qu'on peut développer. Et puis il y a aussi des boîtes à outils. Enfin, on se constitue. Moi, je me suis constituée au fil du temps une boîte à outils. D'outils, de techniques de créativité. Et ce qui est intéressant, c'est pour répondre au mieux aux besoins des clients, c'est de designer des processus à partir de la boîte à outils et des grands processus, des phases de certains grands processus, des designs qui soient vraiment spécifiques pour couvrir le besoin d'un client. Très clair. Je reviens sur quelque chose de peut-être moins macro, mais plus au sein d'une équipe. Je suis manager d'une équipe de 4-5 personnes où je suis en charge d'une équipe de négociateurs. On est face à un problème avec un client, un fournisseur, autre. Est-ce que tu aurais 3 astuces que tu retrouves dans tous tes processus de créativité qui permet au sein d'un collectif de doper la créativité? C'est quoi les must-do ou même les nice to have dans la créativité pour un collectif en vue d'obtenir un résultat satisfaisant? Alors déjà, il y a un climat créatif à créer pour une mise en confiance du groupe. Donc ça va être obtenu par la posture du facilitateur qui va être dans la permission, qui va permettre de donner des permissions au groupe, qui va pouvoir se libérer. Donc une posture d'ouverture, une posture qui invite à sortir des sentiers battus, qui invite à l'audace, à la fantaisie. Et puis des règles de fonctionnement aussi, des règles de fonctionnement en groupe qui vont permettre de contenir et protéger le groupe, qui sont toujours posées lors d'un temps d'ouverture d'un groupe de créativité, enfin d'intelligence créative. Donc je dirais posture d'accueil. C'est intéressant parce que je reprends les mots. Tu parles de posture d'ouverture, de permission, donc de sécurité dans un temps. Et cette notion de temps, c'est-à-dire de ce que je comprends, mais dis-moi si je me trompe, il y a vraiment une temporalité avec la créativité. On va commencer à un moment donné, on va s'arrêter, et puis peut-être qu'à un moment donné viendra le temps de la décision, de la concertation, de la négociation, enfin en tout cas du choix, mais qui va être différent d'un temps de créativité qu'on va proposer et qu'on va encadrer et qui sera très clair pour tout le monde, ou peut-être tu feras la différence entre l'échec et la faute, il n'y a pas d'idée stupide, on peut tout se permettre à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que la créativité nécessite un temps dédié. C'est un moment un peu ritualisé. On peut pas faire de la créativité entre deux couloirs. Il faut vraiment créer cet espace-temps, cette bulle. Et comme tu disais, oui, il y a une évolution au cours d'une réunion créative. En effet, on part sur un temps d'ouverture qui va monter jusqu'à son apogée,
Ok. pour ensuite redescendre vers un espace de fermeture, puisque l'idée, ça va être de faire des choix. Voilà, choisir des idées qui vont devenir des solutions, qui vont s'enrichir pour pouvoir répondre à la problématique, à l'enjeu qui a été posé en début de réunion. Donc, en créativité, on a tendance à rechercher beaucoup d'idées, à rechercher la quantité. D'accord. Hein, voilà, on cherche la quantité, on fonctionne par rebond. Une idée en amène une autre. Il y a des associations d'idées. Parfois, à un moment donné, ça peut être un peu farfelu, hein, ça peut être original. Et puis, on va tamiser les idées pour ne garder que soit les plus pertinentes, les plus stratégiques, les plus originales. C'est-à-dire qu'on va les sélectionner à partir de critères qu'on aura définis en amont avec le commanditaire. D'accord. Et qu'on va partager au groupe? Et qu'on va partager au groupe. Avant la réunion ou pas forcément? Non, pas forcément. L'idée, c'est de pas limiter cette créativité. Oui, et puis d'emmener les consignes, de délivrer les consignes au fur et à mesure du processus pour que il ne soit pas trop encombré et qu'il ne soit pas dans une rationalisation à vouloir bien faire, par exemple. Ouais. Très clair. Sur cette phase de pure créativité où tu as une montée en gamme qui est progressive, ce que tu disais, la question qui me vient, ne l'ayant jamais vécu de l'intérieur, comment tu évites une forme de chaos au sein du groupe? Ça, pour le coup, ça peut vraiment partir dans tous les sens. Je dirais qu'un groupe, ça se contient. Ça s'autorégule là-dessus. On contient les énergies, et puis ça fait partie aussi. C'est vrai que la créativité donne de l'énergie. Ça, c'est évident. Donc, il y a une forme de stimulation, et c'est vrai que. Mais tu vois, je vais un peu plus loin dans ma question. On a eu un podcast avec Edouard Beltrán qui est négociateur et qui donnait un exemple où quand il travaille un peu cette notion d'option créatrice en négociation, c'est comment vous pouvez faire Paris Pays-Bas ou Paris Bruxelles. Et puis tu as des gens qui pourraient dire moi je pourrais le faire en bateau. Enfin, en soi c'est pas possible, mais tu peux faire des tronçons en bateau, en péniche. Et puis pourquoi pas dire c'est peut-être pas possible à l'instant T, mais si dans un siècle ou 2 siècles il y a une montée des eaux, peut-être qu'on pourra le faire. C'est-à-dire comment est-ce que tu vas avoir peut-être des gens qui vont te proposer des idées qui sont farfelues, mais elles sont farfelues à l'instant T parce qu'il n'y a pas d'opportunités technologiques, d'information ou d'organisation qui nous permettent d'y accéder. Mais peut-être que cette opportunité, dans 10 ans, elle serait extrêmement adéquate et pertinente. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment est-ce que tu fais pour trier tout ça? Comment est-ce que tu fais pour permettre à ces gens de raisonner peut-être aussi par l'absurde et de pas les couper dans Bertrand, là, ce que tu es en train de dire, c'est complètement con. Et de le casser dans cet élan. Tu vois, il y a des règles qui sont proposées dès le départ? Il y a une des règles, c'est le non-jugement. Okay. Le non-jugement, en tout cas, on parle de différer son jugement. Ça, c'est vraiment important. On dit pas de censure. Les règles de l'intelligence créative, c'est pas de censure. Les idées originales sont les bienvenues. On peut inviter l'intuition. Et puis, on recherche la quantité et on diffère son jugement. L'union fait la force également. Et comment tu fais derrière, quand tu as toutes ces idées, comment tu fais pour trier? Parce que tu vois, c'est pas parce qu'une idée est rare qu'elle a pas de sens. Et on peut avoir un biais de représentativité, de dire cette idée, comme elle est venue 10 fois, elle est pertinente. Mais s'il y a 2 ans ou 3 ans, je t'avais dit que pour sortir dehors et promener ton chien, faire pipi, tu devrais te signer à toi-même une autorisation. Personne n'y aurait cru. Il y a 5 ans. Or, ça a été notre vie il y a encore quelques années. Donc, comment est-ce que tu fais pour apprécier, pour toucher du bout du doigt la pertinence de ton idée et comment ne pas passer à côté peut-être d'une idée exceptionnelle, mais par nécessité cognitive ou autre, ne pas l'avoir? Alors, les idées sont évaluées par le groupe, tu vois. Donc c'est le groupe qui a la main sur à la fois l'idéation et la sélection des idées. D'accord. Il y a des idées, ce qu'appelle Marc Raison, c'est des idées. Il y a des idées jaunes qui sont des idées, très 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 originales qui peuvent amener des scénarios de rupture.
qui sont peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas, c'est intéressant de les garder pour plus tard. Tout dépend de la demande de départ. Voilà, il y a des idées qui peuvent être en effet développées parce qu'une idée devient ensuite une solution. Elle s'enrichit en une solution et on va jusqu'à concevoir une fiche projet où on élabore l'idée sous forme de scénario. Et il y a des idées qui sont pour maintenant, d'autres qui sont plutôt du moyen terme. Ça c'est quelque chose qui se décide aussi avec le collectif. Ouais. Mais comment est-ce qu'il y a une capacité, la question est peut-être très stupide, mais d'apprécier la pertinence de l'idée, parce que tant qu'elle n'est pas mise en application, on ne sait pas à quel point elle peut être géniale. Et tu vois, des fois, on peut passer à côté d'une bonne idée. Regarde le nombre d'investisseurs qui t'expliquent qu'ils sont partis, on leur a proposé une idée, ils y ont pas cru, et puis l'entreprise est devenue un succès phénoménal, et à l'inverse, qui ont fait des erreurs d'investissement, de financement, alors que l'idée semblait être bonne. Enfin, comment généralement, en plus, c'est même pas le problème, c'est l'idée, c'est dans le delivery de l'idée derrière. Comment tu fais pour raison garder, être pertinent dans ton choix, ce que tu disais une fois que tu as eu ta montée en compétence, de catégorisation ou de trier la bonne idée qu'on va retenir. Comment tu fais ça? Ça, on peut passer à côté des bonnes idées, ouais. Ouais. Ça, c'est sûr. On peut passer à côté des bonnes idées. Mais encore une fois, ce sont les idées d'un groupe, ce sont les idées d'un client. Et malgré il n'y a pas de recommandation à avoir. Okay. Voilà, tu vois, encore une fois, c'est lié à tout un système au sein d'une organisation, le choix des idées, parce que c'est éminemment stratégique, les idées. Et ça veut dire, une fois que quand tu as fini ta phase de créativité, est-ce que les idées qui n'ont pas été gardées, exclues, comment ça fonctionne? Est-ce qu'elles sont gardées parce que on n'est pas à l'abri que dans 1 mois, 6 mois ou 1 an, ça fasse sens, ou elles sont complètement retirées? Par exemple, nous, en négociation, on va se faire une liste d'options avec des hypothèses de travail qu'on va tester, qu'on va questionner, ça fait sens, ça fait pas sens, mais qu'on peut garder en tête parce qu'on n'est pas à l'abri que sur une négociation avec une temporalité un peu longue, il y ait un changement dans l'organisation, ce qui n'était pas possible 2 semaines avant, le devient. Un nouveau leader, un nouveau concurrent, et cette idée, on se dit, c'est bien de l'avoir sous le coude aussi. Est-ce que c'est quelque chose, comment tu organises ton poste atelier de travail et de créativité là-dessus? On garde toutes les idées, tu as raison, hein, toutes les idées sont précieuses, hein. Et puis les idées se combinent. On combine aussi les idées entre elles. Donc ça, c'est intéressant d'avoir sa backlog d'idées non sélectionnées pour le moment, et on peut en effet rouvrir la boîte de Pandore et en effet ressortir des idées des idées qu'on n'avait pas retenues. Oui, on garde tout est précieux, c'est un matériau qui est vraiment d'une très grande richesse. Pour reprendre ton expression de boîte de Pandore, dans cette boîte de Pandore, est-ce que tu pourrais faire tu disais que les idées, elles pouvaient s'additionner, on pouvait prendre des bouts d'idées à droite à gauche pour construire autre chose. Est-ce que ça fait sens? Parce que là, j'ai enregistré un podcast juste avant toi, avec un ancien chef négo du RAID qui parlait du retour d'expérience, et qui disait qu'en fait, à froid, on avait des retours d'expérience qui étaient différents d'un retour d'expérience à chaud. Est-ce que le fait d'avoir une phase maïeutique d'accouchement des idées dans un premier temps, avec une solution qui peut être trouvée sur ta réunion, dans quelle mesure, si on refait à partir de la matière qui a été trouvée, donc sans la phase de co-construction de créativité, une réunion 1 semaine ou 2 semaines après, il y aurait peut-être d'autres choses qui ressortiraient? Est-ce que ça fait sens de garder cette information pour se reposer dessus, la tête un peu plus froide quelques temps après? Ça peut arriver quand on n'est pas satisfait d'un groupe. Ça m'est rarement arrivé, mais on peut faire des rebonds. En effet, oui, on peut faire des rebonds parce que il peut y avoir des moments où, selon le groupe constitué, on peut être, le matériau qu'on aura ne sera pas suffisamment riche.
Et donc on se sera servi de ce premier groupe comme une purge. D'accord. Pour en effet ensuite rebondir. On aura sophistiqué le matériau sous forme de mood board. On l'aura rendu plus visible pour repartir en création. Voilà, moi je pense pas que ça me soit arrivé. Ouais. C'est intéressant ça. Ok. Parce qu'en fait, on sait jamais réellement si on a atteint le maximum de la situation à travers cette créativité. Alors je sais qu'on a des contraintes de temps, mais ça veut dire que potentiellement on pourrait le refaire quasiment à chaque fois, et potentiellement ou pas avoir une seconde étape qui serait un peu plus riche que la première. Oui, de toute façon on peut toujours avoir mieux, comme on peut avoir moins bien, on ne sait pas. Après, ce qui est vraiment important, c'est à un moment donné, des gens sont réunis, on réfléchit ensemble, on crée ensemble, et c'est pas un hasard non plus. Donc, il faut faire aussi. Voilà, moi, je suis assez fan de partir de ce qui est et de se satisfaire aussi de ce qui est pour le pousser un peu plus loin par la suite, quoi. Hein. C'est des phases, c'est des boucles, et on avance en chemin. Ce qui est important en créativité, c'est de ne pas chercher la perfection. Voilà, c'est de pas se mettre cette pression de la perfection. Einstein disait, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Donc on va créer aussi ce climat de légèreté qui va permettre aux gens de lâcher prise, avec notamment cette injonction à la perfection, hein, qui est quelque chose de très pesant qui nous vient de notre éducation aussi. On a droit à l'erreur. On invite le droit à l'erreur dans les processus de créativité, quel qu'il soit. Voilà, on invite ce droit à l'erreur qui nous. Mais moi, si j'ai un manager qui met une cartouche à chaque fois que je fais un truc pas bien et qui me dit, bon là, pendant une demi-heure, 1 heure, on va faire un processus de créativité, donc tout le monde a le droit à l'erreur, est-ce que je vais lui faire confiance? Est-ce que, tu vois, la question que je me pose là-dessus, c'est par rapport toi à ton expertise, et ça m'intéresse énormément d'avoir ton regard, tu parles de chemin, tu parles de boucle, tu parles d'intelligence qui s'amuse, pour citer Einstein. Comment tu conduis ce processus de créativité dans un collectif où il y a des tensions, des conflits, des désaccords qui sont exprimés ou qui ne sont pas forcément exprimés, conflit chaud, conflit froid. Comment tu fais quand tu as un collectif sous tension, avec un peur du regard de l'autre? Est-ce qu'il y a une phase en amont de la créativité? C'est quoi ton travail là-dessus? Déjà, je pensais à quelque chose qui m'a échappé. Dis-moi. Ouais. Zut, je voulais noter l'idée, puis ça m'a échappé. Alors ta question, c'était en situation de conflit. Oui, ou dégradé. Ouais, aux situations dégradées. Oui, déjà, le facilitateur du temps collectif, c'est bien que ça soit une personne qui soit autant que possible neutre. Donc ça sera pas le manager et son équipe. D'accord. On va essayer d'apporter de la fraîcheur et du recul sur le processus, donc qu'il ne soit pas impliqué. Neutre et impartial. Oui, on a plutôt le facilitateur a une posture de neutralité et non hiérarchique. Donc en fait, on retrouve presque ce concept de médiation. Alors, je connais pas bien le sujet de la médiation. Le médiateur, il doit être neutre, impartial, et tu dois avoir une volonté des parties prenantes de participer au processus. Ouais, c'est une posture d'accompagnant, en effet. Complètement. Ouais, je dirais que c'est une posture d'accompagnant. Donc, on va chercher le facilitateur va être neutre. Moi, je prends toujours un temps, quel que soit le temps collectif que j'anime, pour savoir est-ce qu'il y a des choses à savoir sur l'organisation, sur l'équipe? Est-ce que c'est une équipe qui vit déjà ensemble? Ou c'est vraiment des gens qui sont dans différents services et qui se réunissent pour un temps de travail? Donc toujours avoir une information sur les personnes. Et puis on le sent assez vite, hein, s'il y a des choses qui doivent être réglées. Moi, il m'est arrivé, même dans des formations, de devoir faire des temps de régulation. C'est important de les traiter. Et moi, je me dis, tout ce qui s'invite dans un temps collectif ne doit pas être éludé, parce que de toute façon,
c'est voilà ce qui est là. Moi, je l'accueille et puis je vois comment en effet on peut passer ces difficultés pour pouvoir ensuite revenir à nos moutons, à notre objectif. Mais s'il y a des conflits, voilà, on C'est clair. les aborde. Et ces conflits, tu les abordes en aparté, en one-to-one avec les deux parties prenantes, ou tu le fais, tu crèves l'abcès dans le collectif et avec le groupe? Si le temps collectif a démarré, c'est quelque chose qui est ouvert au groupe, quoi, hein, qui est ouvert au groupe. Après, je peux très bien dire que voilà, on va pas prendre tout cet espace pour cette problématique. Il va falloir vivre avec, ou qu'est-ce que les gens ont besoin pour mener l'exercice jusqu'au bout, de faire en sorte que que les personnes soient disponibles, autant de créativité, mais j'accueille ce point, quoi. Voilà. On peut pas le mettre sous le tapis parce que ça crée un des non-dits et tout le monde est impacté de toute façon. Très, très clair. J'entends que cet atelier de créativité, outre le fait qu'elle permet d'avoir un livrable, de ce que j'entends, mais dis-moi si je me trompe, c'est qu'elle participe aussi à un mieux communiquer ensemble et à une notion de brainstorming, de team building, c'est-à-dire de fédérer un collectif différemment. C'est une parenthèse de vie dans le monde du travail, presque. De fédérer ton collectif différemment. C'est vrai que des temps collectifs, et quelle que soit la finalité, hein, ça peut être une formation, ça peut être un atelier d'innovation, ça peut être un team building, tout temps collectif crée cette communication, cette cohésion, tout en développant les soft skills aussi, hein, qui sont des compétences qui sont très recherchées au sein de l'entreprise. Et puis ça permet aussi une forme de réflexivité, puisqu'on peut aussi se poser des questions sur ces nouvelles approches de travail. Voilà, qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que ça développe chez moi, qu'est-ce que ça m'éveille. Donc c'est des temps très très riches, ouais, en termes de team building, en termes de cohésion, et puis ça met de la vivance, ça met du ludique, ça met du plaisir, ça met de la légèreté dans l'organisation. Donc je dis souvent que la créativité, elle a finalement une double mission dans l'entreprise, c'est à la fois d'accroître une forme de performance des équipes, parce comme on le dit le proverbe, tu sais, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc elle vise à la fois une performance du collectif, et puis aussi une qualité de vie au travail. Oui, tu vas chercher une performance. Tu viens chercher une performance économique et une performance sociale. C'est les deux performances que tu viens chercher. Et effectivement, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Encore faut-il être entouré des bonnes personnes. Pas tout le temps le cas. Mais non, très clair. C'est vraiment passionnant parce que on voit qu'il y a ces deux enjeux qui sont sociétaux et économiques pour l'entreprise. Et en fait, elle a tout à gagner à instaurer ça. Et puis même derrière, plus tu vas impliquer tes collaborateurs dans la stratégie qui va ressortir ou dans le sujet qu'ils vont prendre à bras le corps, et plus ils vont s'appliquer dans le delivery. Et là, on rentre quasiment sur une motivation qui est de pardon. On passe d'une motivation extrinsèque à une motivation intrinsèque qui fait sens au-delà même du résultat qu'on va venir chercher. Ouais. Et moi je suis persuadée, hein, ça c'est vraiment une de mes convictions, c'est qu'on est vraiment tous créatifs, quoi. Quelle que soit la place qu'on ait dans l'organisation, qu'on soit aux finances, au RH, au marketing, aux services généraux, on est tous créatifs. Ça c'est évident. Faut pas confondre la créativité avec la performance artistique. Hein, on a tous des qualités qui nous font voir les problèmes d'une manière différente et envisager des solutions d'une manière complètement originale. Donc il n'y a pas de finalité à faire du beau, mais à faire du bon. Ouais. Ça, c'est
C'est passionnant. Le temps passe très, très vite, Laurence. On arrive sur la fin du podcast. J'ai l'habitude de poser toujours la même question à mes invités, donc je vais te la poser. Si la Laurence d'aujourd'hui devait rencontrer la Laurence d'il y a 20 ans ou 30 ans, quel est le conseil que tu lui donnerais à cette Laurence plus jeune de 20 ou 30 ans, s'il te plaît? Eh bien, de faire confiance en ses intuitions. Très clair. Très clair. Et ça rejoint complètement ce qu'on aborde depuis le début, je pense, sur la créativité. Ouais. Et j'ai envie d'ajouter autre chose, c'est que la créativité, je pense, elle a aussi tout son sens dans la crise climatique et environnementale, voilà, dans laquelle on est aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des choses à faire aussi sur ces sujets qui me semblent fondamentaux pour accompagner cette transition. Oui, les réponses de demain sont pas les réponses dont on avait besoin hier. Non, et elles ne se trouveront pas avec les recettes d'hier. Ouais, clairement. C'est vraiment passionnant et ça ouvre le débat sur un champ des possibles encore plus important. Ouais. Et c'est là qu'on se rend compte en fait que j'ai l'impression cette intelligence qu'on cherche dans l'entreprise, pas l'intelligence mathématique, hein, l'intelligence en termes d'agilité, cette capacité à s'adapter, à créer, à innover. On est quasiment sur des concepts darwiniens. Comment est-ce que je m'adapte, comment j'évolue, comment je suis créatif sur un environnement qui est incertain. Ouais. C'est passionnant, Laurence. T'ouvres plein de champs des possibles. Je mettrai le lien pour les gens qui veulent te contacter, parce que tu es à la tête d'une structure qui s'appelle Hollywood, c'est bien ça? C'est ça. On peut te retrouver sur Hollywood. Qui a fêté ses 6 ans, qui fête ses 6 ans aujourd'hui. Bah, waouh, bravo. Bah, écoute, tu peux être très, très fier du chemin parcouru. En tout cas, c'est extrêmement intéressant et je vois tous les liens qu'on peut faire, nous, dans les phases de négociation où, en fait, on se doit d'avoir des phases de créativité avec l'autre, hein, de co-construction pour élaborer un autre champ des possibles et pour trouver des nouvelles façons de faire. Merci beaucoup pour ton partage, Laurence. Ben écoute, c'était un plaisir, Julien, et puis je te dis à bientôt. À très vite. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast de Pour Parler. Vous avez aimé, likez, abonnez-vous à notre chaîne. Toutes les 2 semaines, on reçoit un expert ou une experte sur le thème de la négociation connexe qui nous apportera son regard sur le sujet. Merci à vous pour votre confiance et je vous dis à dans 2 semaines dans Pour Parler.